Bonjour à tous, bonjour Arnaud, bienvenue donc à ce huitième numéro des Rendez-vous du droit du travail. Vous êtes toujours aussi nombreux à vous inscrire à cet événement. Vous êtes plus de 600 inscrits aujourd'hui. Alors va attendre que les derniers retardataires se connectent. Bonjour Arnaud. Bonjour Sylvain. Alors, le sommaire du jour, donc un sujet qui a vraisemblablement intéressé beaucoup d'entre vous, vu le nombre d'inscrits, donc le couple dans l'entreprise entre liberté et déontologie. Donc Arnaud vous parlera de ce sujet. Et puis on fera un point sur l'actualité de deux sujets aussi où il y a eu une actualité brûlante, le CPF et l'apprentissage et les seniors en entreprise. Et comme d'habitude, à la fin du webinaire, Arnaud reprendra l'actualité jurisprudentielle. Voilà Arnaud, à toi, je te donne la parole. Et donc je voulais vous dire qu'on inaugure un petit peu depuis déjà un webinaire, la nouvelle formule. La nouvelle formule, c'est quoi? C'est on voit un thème approfondi, de manière très approfondie, et derrière, on fait des éléments d'actualité. Donc en gros, on se répartit deux temps. Un thème approfondi, donc la fois dernière, c'était la liberté d'expression sur Internet. Là, le thème principal, ça va être effectivement le couple, d'accord, et l'entreprise. Et après, on a effectivement des actualités. Donc surtout, c'est très important pour nous. Si vous avez des thèmes que vous souhaitez voir, n'hésitez pas à nous en faire part. Hein, c'est vraiment très important. Et la deuxième chose qui me paraît importante, c'est qu'on s'adresse à tous. On ne s'adresse pas uniquement au service RH, mais on s'adresse à toute personne. Donc ça, c'est vraiment important parce qu'on voit que les profils sont vraiment divers. Voilà. Donc on va démarrer effectivement par le début, à savoir le couple dans l'entreprise. Déjà pour vous dire que ce n'est pas un phénomène exceptionnel, puisqu'on a à peu près une personne sur quatre qui rencontre ou a rencontré effectivement son conjoint, concubin, pacsé dans l'entreprise. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui n'est pas du tout exceptionnel. Et on va aller maintenant un petit peu plus loin. Donc on verra qu'il y a d'abord un principe de liberté personnelle, heureusement, mais on verra qu'il y a des limites à ces principes. Donc, ce qui me paraît vraiment important sur le couple dans l'entreprise, c'est le principe du respect de la vie personnelle. C'est-à-dire que le fait imputé au salarié relevant de la vie personnelle ne peut constituer en principe une faute. Hein, ça, c'est un arrêt de la Cour de cassation du 16 décembre 1997 qui nous l'a rappelé. Donc là, rien à voir avec le couple. C'était quelqu'un qui était effectivement clerc de notaire. Et cette personne qui était effectivement clerc de notaire, en fait, avait aidé à l'entrée d'étrangers en situation irrégulière et donc avait été licencié effectivement par l'office notarial en disant que ça portait atteinte à la réputation de l'office notarial. La Cour de cassation indique que ce n'était pas une faute. Donc on n'a pas reproché à quelqu'un d'être en couple. C'est la première chose. D'autant que vous avez quand même un article du Code civil qui dit qu'il y a un respect de la vie privée. Donc on a droit au respect de sa vie privée. Voilà, donc ça c'est important, ça c'est le principe. C'est vraiment le principe. Donc ensuite, on peut continuer, hein, toujours, hein, parce qu'on voit toujours dans un premier temps le principe de liberté, et dans un deuxième temps, ben, on verra quand même les limites. La deuxième chose qui me paraît importante, c'est que vous savez qu'on a des critères de discrimination en France, la prétendue race, l'appartenance à une organisation syndicale, l'âge. Et la situation de famille est comme un critère de discrimination. Donc je ne peux pas traiter deux personnes différemment. Et on verra ça a toute son importance, puisqu'aujourd'hui, il y a nombreux arrêts, nombreuses décisions qui vont dans ce sens. C'est pas parce que deux personnes sont en couple que je dois les traiter différemment de personnes qui ne sont pas en couple. Ça, c'est vraiment quelque chose d'important. C'est un critère de discrimination. C'est-à-dire si par exemple je mute quelqu'un, si je sais pas moi par exemple je fais une différence de rémunération ou je attribue une différence de congé parce qu'ils sont en couple, c'est une forme de discrimination. Donc ça me paraît vraiment important. J'ai pas à les traiter différemment. Donc maintenant, je vais illustrer cela de manière plus concrète. Alors bon, un arrêt un petit peu qui me paraît très intéressant, bon, un peu vieillissant, mais on verra qu'on a des arrêts qui sont beaucoup plus récents. Donc déjà quelque chose de tout simple, c'est un arrêt de la Cour de cassation, c'est l'un des premiers qui a traité du couple dans l'entreprise, c'est le 10 juin 1982. Et clairement, la société avait interdit aux personnes de se marier dans l'entreprise. C'est-à-dire que les personnes qui étaient dans l'entreprise ne devaient pas se marier entre eux. D'accord? Je cite parce que c'est toujours intéressant d'avoir les motifs. Effectivement, c'est le risque d'incident entre conjoints. C'est ce qu'a dit l'entreprise, c'est drôle d'ailleurs, dû à la médisance. Voilà, donc il faut absolument éviter qu'il y ait des conjoints dans l'entreprise du fait du risque d'incident entre conjoints et de risque de médisance. Voilà, donc bien sûr, la Cour de cassation a dit que c'était complètement illégal et que cette clause du règlement intérieur est totalement illégale. On ne peut pas interdire à deux personnes à se marier dans l'entreprise.
Donc ça, c'était un premier arrêt de la Cour de cassation assez ancien. On verra qu'il y a une autre arrêt, parce que souvent, ce qu'avancent les employeurs, c'est le trouble caractérisé dans l'entreprise. Oh, le fait que deux personnes soient en couple, c'est un trouble caractérisé. Eh bien, sachez que la Cour de cassation a dit non. D'accord? Au-delà du mariage, on ne peut pas, c'est interdit, donc là c'était un hôte de caisse, hein, ça concerne un hôte de caisse, c'est interdit de licencier un salarié s'il entretient une relation avec un autre salarié, d'accord, un ou une autre salarié. Donc on ne peut pas licencier pour ça. Et même, et ça c'est un arrêt de la Cour de cassation très intéressant, y compris si c'est le responsable hiérarchique. C'est-à-dire si vous avez une liaison entre un responsable hiérarchique et la personne qui est sous sa responsabilité, eh ben non, si vous voulez, c'est pas une faute en soi. Et là aussi, c'est assez intéressant ce que disait l'employeur effectivement par rapport à ça, puisqu'il disait effectivement que ça pourrait être quelque chose qui portait, ça pourrait être un trouble caractérisé dans l'entreprise. Non, ce n'est pas un trouble caractérisé dans l'entreprise que deux personnes aient une liaison entre eux, y compris, et ça c'est vraiment la Chambre sociale, la Cour de cassation qui le dit, si c'est deux personnes qui sont en position hiérarchique, l'un envers l'autre. Donc là, en l'espèce, c'était marrant parce que c'était la personne qui était sous la responsabilité de l'autre qui avait été licenciée. Voilà, donc effectivement, non, et l'employeur avait dit que c'était un comportement impliquant un laisser-aller aisément communicatif. Ça, c'est des excuses totalement bidons, ce n'est pas possible. On va voir maintenant peut-être une troisième illustration. Alors la troisième illustration, et ça devient un petit peu intéressant, parce que parfois il y a ce qu'on appelle des usages entrepris. Alors c'est pas des usages en fait, hein, parce que ça offre pas un droit supplémentaire. Les usages, c'est de dire, bah voilà, deux personnes qui sont en couple, on va faire des horaires différents. D'accord? On va essayer de les muter d'un service à l'autre. Ah, pourquoi? Bah, parce que c'est un usage d'entreprise. On a quand même un usage d'entreprise qui fait que deux personnes, effectivement, qui vivent en couple ne doivent pas travailler dans le même service. Ah bon, c'est un usage? Bah, cet usage, ça vaut pas grand-chose, d'accord? Parce qu'il doit respecter tout ce qu'il y a au-dessus. Donc en l'espèce, c'était extrêmement intéressant. C'est un arrêt qui concernait une enseigne de bricolage bien connue, que je ne citerai pas, mais qui est bien connue. Et là, c'est une décision du défenseur du droit, hein, de la défenseur du droit. Ce n'est pas une décision de la Cour de cassation, mais c'est vraiment, vraiment intéressant. En fait, ce que disait l'employeur, il disait que c'était un secteur sensible. Alors, c'était dans cette enseigne de bricolage que je ne vais pas citer, j'ai failli. C'était un service facturation, service retour. Donc, il disait c'est quand même un petit peu gênant que deux personnes soient en couple au sein du même service, du fait que c'était plus précisément les encaissements, le retour de produits. C'était une forme de contre-pouvoir. Voilà ce que disait l'employeur. Et donc, ce qu'avait fait l'employeur, c'est qu'il avait fait en sorte qu'il ne soit à des horaires différents. Donc, par exemple, ces deux personnes avaient des jours de congé différents, avaient des jours de travail différents, pour qu'elles soient le moins possible ensemble, et y compris au niveau des horaires. Donc, ils avaient des vacances différentes, un jour de repos différent, des horaires différents. Voilà, parce que c'est d'usage qu'on ne travaille pas ensemble. Et alors ça vaut pas grand-chose, d'accord? Cette modification des horaires de travail, c'est un acte de discrimination en raison de la situation de famille. C'est ce que nous a dit la défenseure du droit. Donc ça, c'est vraiment important. Hein, c'est pas parce que deux personnes travaillent ensemble, même s'il est d'usage d'entreprise, j'entends ça souvent moi, mais il est d'usage d'entreprise qu'on ne travaille pas dans le même service, on est en couple. Non, ça en principe, ce n'est pas permis. Ça, c'est vraiment le principe. D'accord? Donc là, non, ils ont le droit d'être ensemble, tout en travaillant dans le même service, y compris, et on l'a vu précédemment, s'il y a un lien hiérarchique. Voilà, ça c'est effectivement le principe. Alors bien sûr, il y a des limites. Alors comme tout principe, il y a des exceptions, sinon ça serait pas drôle, hein, c'est toujours le cas en droit. La première chose, c'est le manquement à l'obligation de loyauté. Donc ça, c'est un arrêt de la Cour de cassation extrêmement récent. C'est un arrêt du 29 mai 2024. Alors, je vous incite à la prudence sur cet arrêt, hein, puisque c'est un arrêt quand même, c'est une situation effectivement bien particulière. Hein. Là, c'était un DRH dans un contexte de crise sociale très forte. Crise sociale très forte, c'est-à-dire il avait donc une relation, il n'avait pas informé l'entreprise, avec quelqu'un qui était membre du CSE et délégué syndical. C'est une dame qui était membre du CSE et délégué syndical. Il faut savoir que c'est un contexte de tension très fort. Il y avait un contexte de suppression d'emplois. Il y avait des occupations d'usines et cette personne qui était représentante syndicale menait les occupations d'usines, menait les grèves. Donc il y avait un contexte vraiment extrêmement particulier. Hein, ça, je tiens à le dire. Et dans ce contexte de tension, il n'avait pas informé, c'est un membre du CODIR qui avait de grosses responsabilités, qu'il avait cette liaison. Et ça s'est appris, on l'a appris. Voilà, de toute façon d'une autre, je ne sais plus comment, mais on l'a appris. Et dans ces cas-là, le fait qu'il n'ait pas témoigné, du fait de ses fonctions particulières, c'était considéré comme une faute grave. Mais attention, hein, j'insiste dessus, c'est vraiment un cas très particulier. Un DRH, une représentante syndicale, dans un contexte de tension très très forte dans l'entreprise.
C'est un manquement à l'obligation de loyauté, hein. On avait déjà parlé de cette notion d'obligation de loyauté lors du dernier webinaire sur Internet. On a considéré en l'espèce que c'était un manquement à l'obligation de loyauté. Voilà. Donc, c'est vraiment un cas extrêmement particulier, mais je tiens à le dire, c'est vrai que quand on a quelqu'un qui a des hautes fonctions de direction, qui a une relation avec un usager qui est sous sa responsabilité dans un contexte de tension fort, vous voyez, il faut vraiment que ce soit un contexte de tension fort, on a considéré que c'est un manquement à l'obligation de loyauté. Deuxième chose, ça peut être effectivement un manquement à une obligation du contrat de travail. Donc là aussi, effectivement, on est sur la faute grave, hein. Là, c'était un cas assez intéressant. C'était deux personnes qui étaient ensemble. Alors, il y avait aussi un membre du CODIR et il y avait effectivement une employée. Alors, il faut savoir que ce membre du CODIR, dans cet arrêt de la Cour de cassation récent, du 26 mars 2025, ce membre du CODIR n'avait pas sur son lien direct cette salariée. D'accord? Il occupait une direction de branche qui n'était pas celle de cette salariée. Et ils ont eu effectivement une relation amoureuse. Et à un moment donné, la dame, qui était donc la personne qui avait la position hiérarchique la moins élevée, a dit bah non, je voudrais effectivement arrêter effectivement cette relation amoureuse. Voilà. Donc là, en fait, ce qu'a fait le membre du CODIR, c'est qu'il a fait une forme de pression. Donc, ce n'était pas un harcèlement sexuel. À aucun moment, ça a été qualifié en forme de harcèlement sexuel. Mais il lui a envoyé, il a encombré, je cite, son téléphone et sa messagerie professionnelle de messages pour essayer de la convaincre de renouer avec lui. Hein, donc là, c'est vraiment un cas particulier. D'accord? On n'est pas dans un contexte de harcèlement sexuel, mais il y a une pression forte sur cette salariée, hein, qui a d'ailleurs créé un profond malaise, hein, puisque donc elle a eu vraiment sa santé était vraiment remise en cause. Donc dans ce contexte particulier, on a considéré que ce membre du CODIR avait manqué de retenue, d'accord, avait un comportement inapproprié. Donc comme il avait effectivement ce comportement inapproprié, dans ce cas d'espèce, on a considéré effectivement que il devait être licencié, donc il a été licencié pour faute grave. Donc là aussi, deuxième exception. Première exception, manquement à l'obligation de loyauté, donc cas très particulier. Deuxième exception, et ça c'est vraiment important, une forme de pression. Hein, je suis dans le milieu professionnel, j'ai rompu avec mon ex, excusez-moi, c'est très impoli, et puis j'exerce cette pression en encombrant sa messagerie, par exemple, de messages pour essayer de la convaincre du contraire. Hein. Donc ça me paraît vraiment quelque chose d'important. Voilà un petit peu ce que effectivement, je voulais vous dire. Voilà, sur l'illustration 2. Donc, je crois qu'on a une question. Non, je ne vois pas les questions, mais bon, voilà, il n'y a pas une question qui a été posée. Attendez, je regarde. Il me semblait qu'il y avait une question. Donc, voilà, donc j'ai dû me tromper. Excusez-moi. Voilà, donc je continue donc. Illustration 3. L'illustration 3, c'est une attitude inappropriée. Hein. Donc, surtout si vous avez des questions, vous les écrivez dans QR. Hein. C'est bien Oui, ça, Sylvain. C'est dans oui. QR. Hein. Alors, comme on a Donc, eu des petits les soucis mettez pas techniques, effectivement dans j'espère. conversation. Alors, quand même, je répondrai à la question Ouais. de Sylvie, quand même, hein, qui me paraît tout à fait intéressante, même si c'est pas dans QR, Sylvie, c'est pas un souci. On a eu des Sylvie petits me pose la problèmes question techniques, en suivante. fait. Vous posez bien en cuir parce qu'il y a eu des petits soucis de Teams aujourd'hui. Donc, on va essayer de Voilà. tenir le cap, Arnaud. Mais donc, c'est bien en cuir que vous posez vos questions. Alors, Sylvie pose la question suivante. Qu'est-il possible de faire si le DRH informe sa direction de sa relation avec représentant du personnel dans un contexte tendu? Très bonne question, Sylvie. Là, il y a un vrai questionnement à se poser. Donc là, ça appartient effectivement à l'entreprise. Donc déjà, qu'il ait dit qu'il ait effectivement cette relation professionnelle, où je rappelle, Sylvie, on a constaté aucune fuite d'informations de la direction. Dans ces cas-là, il y a une vraie réflexion à avoir dans l'entreprise pour savoir s'il conserve ce poste ou pas pendant un certain temps, pendant cette relation professionnelle. C'est une vraie question à se poser, si vous voulez. Est-ce qu'il peut conserver ce poste dans ce contexte tendu? Hein. Déjà, la première chose, c'est informer. D'accord? Parce que ce qu'on lui a reproché, c'est pas avoir la relation. Ce qu'on lui a reproché, c'est ne pas avoir informé. Vous voyez, c'est différent. Donc là, il y a une vraie réflexion à avoir, mais je pense que ça serait en réflexion conjointe avec le DRH de savoir s'il peut pas, pendant un certain temps, avoir un poste d'un périmètre différent. Voilà. Il y a une vraie question à se poser par rapport à ça, Sylvie. Voilà. Donc on va effectivement continuer. Alors ça, c'est intéressant aussi parce que c'est quelque chose qui peut arriver. Donc, vous voyez, pour un RH aujourd'hui, c'est pas forcément évident, hein, parce que effectivement à gérer, mais voilà, c'est le principe de la liberté personnelle. L'autre cas qui était intéressant, c'est traiter un salarié de manière moins favorable parce qu'il n'est pas membre de sa famille de l'employeur. Et dans ces cas-là, ça peut constituer effectivement une discrimination.
clairement. Hein. Alors, je vais vous donner un exemple, l'exemple concret dont il s'agissait. C'était un député qui avait deux assistants parlementaires et il se trouvait que une assistante parlementaire était son épouse. Une assistante parlementaire était son épouse, et il se trouvait que l'assistante parlementaire qui était son épouse avait un salaire supérieur et nettement supérieur à l'autre assistant parlementaire. D'accord? Donc en clair, il favorisait son épouse. Alors lui, il s'est défendu, et c'est vraiment assez intéressant. Il s'est défendu effectivement de la façon suivante. Il a dit, mais attendez, mon épouse, elle pouvait être joignable le week-end, elle pouvait être joignable le soir. Donc il s'est défendu un peu comme ça. En fait, c'était pas très clair. Hein. Mais la Cour de cassation était très claire. C'est que moi, si je fais pas de la famille, je fais pas partie de la famille, si je suis pas marié, par exemple, avec cette personne et qui me traite de manière moins favorable, oui, ça peut être considéré comme étant une discrimination. D'accord? Donc, vous voyez, c'est une discrimination en sens inverse. C'est-à-dire que le fait pour quelqu'un qui n'aurait d'être traité différemment sous prétexte qu'il n'a pas de relation particulière de famille avec, par exemple, sa direction, ça peut être considéré comme une discrimination. Ça, c'est vraiment intéressant. Donc là, elle a pu demander, cette assistante parlementaire, des rappels de salaire pour qu'il y ait une égalité, d'accord, entre elle et la conjointe, parce que la différence de traitement n'était pas justifiée. Voilà. Voilà un petit peu ce que je voulais vous dire. Je crois qu'on a oublié la diapositive précédente, cher Sylvain. Ah, bon, alors, Voilà. Je qu'on crois, il passe me au semble. sondage du coup ou pas, Arnaud? Tout de suite Avant le ou... sondage. Et Ok. après, on terminera, on verra les limites. Comme ça, je vous ferai une petite synthèse sur les limites pour que ça soit effectivement le plus clair possible. Voilà, juste avant. Voilà. Alors, la quatrième illustration, donc, qui fait que ça peut être, il y a des limites à le fait d'être en couple, c'est l'attitude inappropriée et non prise en compte des intérêts de l'entreprise de la part d'un dirigeant. Donc ça, c'est très intéressant. Parce qu'à un moment donné, j'ai ma concubine, j'ai ma paxée, j'ai ce que vous voulez qui travaille dans l'entreprise, et je peux avoir tendance à la défendre de manière systématique dans l'entreprise. D'accord? Et ça, c'était intéressant. Donc là aussi, on était sur un membre du CODIR, d'accord? Un membre du CODIR, qui en fait critiquait les décisions qui avaient été prises contre son épouse. D'accord, c'est une dame qui avait été mutée, hein, qu'importe, hein, suite à différents problèmes dans l'entreprise sur lesquels je ne reviendrai pas. Et en fait, il a dit, il avait incité les autres salariés, alors, qui étaient membres du CODIR, dans un atelier à faire grève par solidarité avec cette personne. Il avait dit, je cite, on est gouverné par des incapables, notre patronne est folle, je ne me laisserai pas faire. Donc en fait, il avait défendu ses intérêts, l'intérêt de l'entreprise, du moins ce qu'a dit la Cour de cassation. Donc là aussi, si je suis effectivement conjoint, concubin, pacsé avec quelqu'un d'entreprise, je ne dois pas fendre les intérêts. L'intérêt de l'entreprise doit passer avant. Et donc, en tant que membre du CODIR, il n'avait pas fait passer les intérêts de l'entreprise avant, il a été licencié et ça a été reconnu pour faute grave. Donc, pour être le plus synthétique possible, et pour synthétiser ce que je viens vraiment de dire de manière la plus précise possible, je rappelle, c'est le principe de la liberté personnelle. À ce principe de la liberté personnelle, il y a 4 limites. Premièrement, l'obligation de loyauté, notamment dans un contexte tendu, tout ce que effectivement je viens de vous dire. Deuxième exemple, je ne peux pas faire pression pour avoir des relations amoureuses avec quelqu'un, que ce soit mon ex ou pas. Troisième chose qui me paraît importante, c'est sinon ça serait un conflit d'intérêts. Hein. Je dois prendre en compte d'abord les intérêts de l'entreprise que plus effectivement que de mon conjoint. Et quatrièmement, je ne peux pas traiter différemment une personne, par exemple en matière de rémunération, sous prétexte que c'est ma conjointe. Voilà un petit peu pour synthétiser sur ce plan, avant qu'on fasse un petit sondage, les principaux éléments du problème. Voilà. Donc Sylvie, c'était indiqué. Voilà, il n'y a pas d'autres, il y a pas d'autres questions. Allez-y si vous avez des questions peut-être écrites. Je suis à votre service, donc n'hésitez pas à m'en poser sur ce point qui est quand même un point intéressant, hein, je rappelle, le principe de la liberté personnelle. Et attention aux usages d'organismes. Ah ben, on ne peut pas se marier ensemble, ou alors on ne peut pas être ensemble dans le même service. Tout ça, ça ne vaut pas grand-chose d'un point de vue juridique. Alors, Un on usage va ne peut être le passer plus favorable. au premier sondage, Arnaud, si tu veux bien. Ouais, il n'y a pas de Donc, questions particulières, je vois pas. N'hésitez pas, sinon. Parfait, ben, alors, on on va va vous passer au poser une premier petite sondage question là. comme d'habitude. Vous avez l'habitude, vous allez avoir un petit pop-up qui va s'afficher sur votre écran qui va vous permettre de répondre à la question. Donc, les conjoints et pacsés travaillant dans la même entreprise ont-ils droit à un congé simultané? Vrai ou faux? On vous laisse quelques secondes comme d'habitude pour répondre. Bon, là, il n'y a pas trop d'ambiguïté, Arnaud, sur les résultats. Je ne sais pas si tu les vois. En tout cas, on est à 93% de nos participants qui répondent vrai et 7% qui répondent faux.
Alors effectivement, là, la très grande majorité, effectivement, a tout à fait raison, hein, et je vous le confirme. C'est-à-dire que des conjoints épacsés travaillant effectivement dans le même entreprise ont droit effectivement à des congés simultanés, hein. Ça c'est non négociable. Ils ont droit à des congés simultanés. Alors, je vais vraiment revenir là-dessus parce que ça me paraît vraiment un point important. Il y a parfois des confusions sur ce point. Je parle de congés payés. Donc, c'est-à-dire que parfois, le fait d'être conjoint ou pacsé dans la même entreprise, ça produit des droits en plus, en fait, hein. Et ça n'a pas été, c'est pas considéré aujourd'hui comme une discrimination au travers des différents arrêts qu'on va savoir. Donc, ça concerne les congés payés. Ça ne concerne pas ni les récup horaires variables, ni les RTT. Je ne peux pas l'exiger en matière de RTT ou en matière de récup d'horaires variables. Ça concerne uniquement les congés payés et tous les congés payés. Deuxième chose, je parle de conjoint et pacsé. Troisième chose, et ça me paraît essentiel, je n'ai jamais dit que les conjoints épacsés choisissaient leur congé. D'accord? Ça, c'est vraiment important. C'est-à-dire, je vais prendre un exemple pour être le plus concret possible. Monsieur A travaille dans un service. Alors, je prends un exemple, un service prestation. Et Madame B travaille au service action sociale de la CAF. Monsieur A et Madame B posent 3 semaines de vacances l'été, du 1er au 22 août. J'ai jamais dit qu'on avait l'obligation de leur accorder du 1er au 22 août. La seule chose, c'est qu'il faut que le responsable prestation et le responsable action sociale se mettent d'accord s'ils veulent décaler les congés et qu'ils veulent absolument partir ensemble. D'accord? Il faut qu'ils veulent partir ensemble. Ils ont le droit de ne pas partir ensemble, hein. Mais s'ils veulent partir absolument ensemble, ils ne choisissent pas leur congé, mais c'est une diffé effectuée effectivement dans l'entreprise, hein. C'est quelque chose d'important. Il faut que les deux responsables hiérarchiques se mettent d'accord s'il y a décalage de congé. Alors, j'ai vu, par exemple, en Ouais. CAF, chers collègues des CAF, si vous êtes toujours là, parce qu'il y avait, c'était une crèche, par exemple, c'est une crèche de CAF. Alors, je sais qu'il n'y en a plus beaucoup qui sont gérés par les CAF, ou il n'y en a plus du tout. Et en fait, la crèche de CAF, la crèche où c'était du personnel CAF, fermée au mois d'août. Et il y avait un conjoint de cette personne qui travaillait, si vous voulez, au service prestation. Bah, de fait, on était obligé de lui accorder les congés au mois d'août, d'accord, parce que la crèche de CAF fermait. Alors, j'ai une question, hein, d'une Ouais. collègue d'une CEPAM, je n'ai pas le prénom. Ce droit ne s'applique aux salariés mariés ou pacsés ou couple reconnu dans l'entreprise. Alors déjà, je ne sais pas ce que c'est, chers collègues de CEPAM, qu'un couple reconnu. Donc déjà, je ne sais pas ce que c'est. Mais je vais citer l'article du Code du travail concerné. En fait, il ne s'agit que des conjoints. Conjoint, ça veut dire marié, d'accord, ou pacsé, d'accord, marié ou pacsé, d'accord. Donc conjoint, ça veut dire marié. Donc c'est l'article 3100 L 3141-14. D'accord? Alors ça peut aller assez loin cette affaire parce que j'ai un arrêt de la Cour de cassation de 1998 que je trouve extrêmement intéressant. Et l'employeur, effectivement, avait, par exemple, refusé à un couple qui prennent leur congé ensemble, qui travaillaient dans la même entreprise, hein, pour qu'ils travaillent dans la même entreprise. D'accord? Et en plus, il y avait, je cite, une atmosphère tabagique, hein. C'est pas seulement dû à ça. Et la Cour de cassation indique en l'espèce, c'était un harcèlement moral. Voilà. Parce que ça pouvait toucher la santé, effectivement. Mais attention, hein, attention, il y avait aussi un contexte, comme on dit, tabagique, hein, donc il n'y avait pas que cette affaire-là. Mais c'est vraiment important de respecter, c'est vraiment d'ordre public. D'accord? Alors, la durée des congés pris ensemble est-elle limitée? Bah non, elle n'est pas limitée, Karine. Ils peuvent prendre tous les congés, je parle au sens congé annuel payé, attention, hein. J'insiste beaucoup là-dessus, je ne parle pas de RTT, j'insiste. Donc il faut soit marié. Il n'y a-t-il pas une limite dans l'impôt? Nous sommes obligés de leur donner 3 semaines communes. Bah, vous êtes obligés de leur donner toutes les semaines communes, mais pas forcément aux dates qu'ils ont choisies. Pas forcément aux dates qu'ils ont choisies. Je répète, hein, toutes les semaines communes. Évidemment qu'il y a des règles en matière de congés. Si je veux partir 5 semaines en été consécutives, il y a certains organismes, on va dire non. D'accord? Dans ces cas-là, si on dit non, bah, il faudra revoir les congés pour chacun, mais on n'est pas obligé de leur accorder les 5 semaines consécutives. Par contre, si on déplace les congés, ça, c'est vraiment important. Ils peuvent exiger d'avoir toutes les semaines ensemble. Donc, si on dit, par exemple, ça sera 3 semaines l'été et 2 semaines à une autre période, ça sera obligé. Alors, Agnès, l'union libre ne compte pas. J'ai jamais dit que l'union libre ne comptait pas. Mais déjà, dans notre droit, Agnès, il y a des différences dans notre droit entre les personnes mariées et les personnes en union libre. Donc, en soi, je n'ai pas dit que ça ne comptait pas. D'accord? Mais il y a des différences. Alors, je vais prendre 2 exemples, Agnès, pour illustrer ce que je suis en train de vous dire. Par exemple, il y a des congés mariage. Il y a des congés Pax. Il n'y a pas de congé union libre, hein.
Moi, je ne connais pas. Vous savez qu'il y a des congés, hein, 5 ou 6 jours, suivant les cas, il n'y a pas de congé union libre. Deuxième exemple, Agnès, pour illustrer ce que je suis en train de vous dire, et là, c'est moins mon domaine, donc je vais aller un petit peu moins loin. Il faut savoir que les personnes mariées n'ont pas les mêmes droits que les personnes en union libre en matière de pension de retraite et en matière de pension de réversion. Donc là, j'irai moins loin parce que c'est comme c'est pas mon domaine, c'est la retraite, c'est plus le droit du travail. Effectivement, je n'irai pas plus loin. Donc voilà, donc je n'irai pas que ça ne compte pas, parce que dans certains cas, effectivement, ça peut compter, hein, mais dans le cas que je suis en train de vous dire, qui est l'article 3141-14, on parle de conjoints, de partenaires liés par un PACS. Rien ne vous empêche dans l'entreprise de l'étendre. Voilà. Alors, Nathalie, en union libre, ont-ils l'obligation de se déclarer ensemble? Ah non. Non, ils n'ont pas le droit effectivement de se déclarer ensemble. Ils n'ont pas l'obligation, pardon, excusez-moi, de se déclarer ensemble, sauf s'ils veulent obtenir certains droits. D'accord? S'ils veulent obtenir certains droits. Je vais prendre un exemple très concret, peut-être pour essayer de l'illustrer. Par exemple, vous savez qu'il y a un congé enfant malade qui existe dans le droit du travail, qui existe aussi dans certaines conventions collectives de manière plus favorable. Et vous avez cette notion d'enfant à charge. D'accord? C'est-à-dire que peuvent bénéficier du congé enfant malade les personnes qui ont les enfants à charge. Donc, enfant à charge, ça ne veut pas dire que c'est mon enfant, ça veut dire qu'il est à ma charge au sein du foyer. Donc, évidemment, moi, je vais dire que je suis en couple avec quelqu'un d'autre, effectivement, depuis très longtemps. D'accord? Et je veux obtenir les enfants à charge. Pourtant, ce ne sont pas mes enfants, c'est les enfants de ma compagne, mais ils sont à ma charge au sens des prestations familiales. Pour obtenir le congé enfant à charge, je devrais me déclarer. J'aurais l'obligation de me déclarer. Par contre, je n'ai pas l'obligation de déclarer je suis en union libre, Nathalie, sauf les exceptions que je vous ai dit. L'histoire, vous savez, du DRH avec le représentant du personnel, là. Là, je vous l'ai dit, là, c'était une obligation, si vous voulez. Voilà. Mais de manière générale, non. Voilà. Est-ce qu'on a Voilà. d'autres questions ou est-ce qu'on passe au point suivant? Alors, je revérifie quand même que effectivement il n'y a pas d'autres questions parce que parfois il y a des collègues qui le posent dans la conversation. Voilà, donc ça c'est bon. Donc j'ai répondu aux questions. Voilà. Voilà, donc là, je rappelle, hein, c'est pas sur les congés payés, hein. Sur les congés payés proprement dit, on verra, j'ai pas le droit de poser 5 semaines l'été, hein. Je parle pas des congés payés, je parle en tant que pacsé ou marié. C'est-à-dire qu'en tant que pacsé ou marié, je peux prendre tous les congés ensemble, j'ai le droit de le prendre ensemble. Par contre, j'ai pas le droit d'exiger d'avoir 5 semaines consécutives au niveau de l'employeur. Attention, hein. Donc l'employeur, s'il fractionne les congés et fait par exemple 4 semaines et une semaine plus tard, s'ils veulent absolument partir ensemble, il faudra leur accorder ensemble. Voilà, pour être le plus concret possible. On va passer Voilà. à la suite, Arnaud, si tu veux bien. Votre deuxième point. Avec très grand plaisir sur ce sujet ô combien L'apprentissage, donc passionnant, hein, qu'est le couple. dans notre ordre du jour, donc tu parlais d'une actualité importante sur Oui, l'apprentissage et le CPF. Qu'est-ce que oui. tu peux nous en dire? Alors, du nouveau, donc je crois qu'il y a un petit questionnement après, sauf erreur de ma part. Donc, à vous de Oui, jouer. Qu'est-ce que vous savez? donc qu'est-ce que vous savez, avant que Arnaud vous présente le sujet, qu'est-ce que vous savez de la réforme du plan de financement de l'apprentissage? On va vous partager un mur de mots et en quelques mots, vous pouvez exprimer ce que vous savez sur cette réforme. On vous laisse quelques secondes, comme d'habitude. Alors, pour l'instant, diminution, charge, réduction, apprentissage, aide. Bon, C'est ça, hein. C'est exactement cela. Effectivement, il y a une réduction des aides. Voilà, donc effectivement. Effectivement. Eh ben, vous avez bien vu les choses. Alors, je vais juste répéter ce que j'avais dit précédemment au dernier webinaire, mais on va davantage insister sur ce qui est nouveau. D'accord? Donc, effectivement, il y a cotisation, il y a baisse, il y a apprenti, il y a diminution des aides. Tout ça, c'est tout à fait exact, hein. Donc, pour rappel, effectivement, quelque chose qui est important, c'est que je vous rappelle que les aides versées à l'employeur ont été revues. Donc, je ne rentre pas dans trop de détails, vous pouvez voir en replay celui du mois de mars. Mais pour rappel, maintenant, pour les aides aux apprentis, ça va de 2 000 à 6 000 euros. De 2 000 à 6 000 euros suivant les cas, donc je ne vais pas rentrer dans trop de détails. Eh bien, sachez que vous aurez une participation obligatoire de 750 euros par contrat, sur tout ce qui touche par exemple les frais de formation. D'accord? Vous devrez donc avoir au moins 750 euros. Et ça sera, c'est le CFA qui va prélever effectivement ces 750 euros. D'accord? Donc ce recouvrement obligatoire par le CFA. Donc la grande nouveauté finalement, et ça c'est important, c'est qu'à partir de juillet, d'accord, vous aurez une participation plus importante. Ce qu'on va voir, et là Sylvain peut nous passer la prochaine diapo, c'est sur le CPF.
Concernant le CPF, il y a un décret extrêmement intéressant du 14 avril 2025 que je vous invite à regarder. Vous savez que moi, en tant que CPF, je vais avoir une somme. Par exemple, mettons que j'ai 5 000 euros sur mon CPF et que la formation coûte 10 000 euros, je devrais payer une certaine somme. Je rappelle, j'ai toujours une franchise, hein, de tête, je crois que c'est 102,23 €. Voilà, cette franchise. Et je devrais toujours payer cela. Mais l'employeur a possibilité d'abonder mon CPF. Donc, ça veut dire qu'une formation qui coûterait 10 000 euros, si j'ai 5 000 euros sur mon compte, il a possibilité de mettre 5 100 et quelques euros. D'accord? Pour abonder le CPF. Ça peut être l'employeur, ça peut être aussi l'OPCO. Hein, donc l'OPCO, c'est par exemple pour la branche Sécu, c'est hors MSA, pardon, régime général, c'est une formation. D'accord? Il est possible d'avoir un abondement. Il restait à mettre en place de manière précise les modalités d'alimentation. Donc maintenant, c'est chose faite, et Sybille va nous le mettre. Vous avez un service dématérialisé à CDC, hein, qui existait déjà à la Caisse des dépôts et consignations, et vous pourrez abonder directement, effectivement, le compte de votre salarié. Donc c'était possible avant, c'était plus complexe. Maintenant, les choses sont simplifiées, d'accord? Parce que vous allez pouvoir, à travers ce service, hein, qu'on appelle financeur, mon compte formation.gouv.fr, soit en tant qu'OPCO, soit en tant qu'employeur, ben, vous allez pouvoir alimenter effectivement le compte CPF de cet agent et vous pourrez préciser de quelle formation il s'agit. Vous pourrez être très précis. Par exemple, parce que bon, moi, par exemple, je sais pas, je demande à suivre une formation Master 2 en ressources humaines, et ben, vous pourrez dire, ça sera la formation Master 2 en ressources humaines, il faut que M. Collin se décide avant telle date. Hein, si je veux faire, j'ai n'importe quoi, parachutiste, par exemple, je sais pas s'il y a une formation sur le CPF qui concerne les parachutistes, ça sera effectivement pas possible. Hein, donc voilà, hein, c'est effectivement important. Voilà. Donc, bah, écoutez, très bien. Donc, voilà un petit peu ce que je voulais vous dire. Alors, j'insiste beaucoup là-dessus. Si vous avez la moindre question, on revient un petit peu en arrière, s'il te plaît, Sylvain. Si vous avez la moindre question sur le droit à la formation, il y a une adresse très importante pour vous. C'est formation@sucans.fr. Et je parle bien sûr du régime général. Je parle des organismes du régime général. N'hésitez pas à poser toutes les questions possibles et vous aurez effectivement des personnes qui vous répondront de manière précise à vos questions. C'est bon? Voilà un petit peu ce que je voulais dire. Voilà. Donc, On passe au senior alors, du coup? on va passer au senior. Alors là, c'est vraiment, vraiment quelque chose aussi que je trouve extrêmement intéressant. C'est un projet de loi. Mais attention, parce que vous me dites, oui, vous nous avez déjà parlé la dernière fois de la proposition de loi enfants malades. Ça n'a pas beaucoup bougé, pour être franc avec vous. Là, ça bouge. Pourquoi? Parce que je rappelle que ce projet de loi est en procédure accélérée, qu'il était adopté par le Sénat. Donc le projet de loi a été adopté par le Sénat. Donc les choses vont très vite. Avec un relatif consensus, il est actuellement à l'Assemblée nationale. Ce qui veut dire que ça devrait être, bon moi je ne suis pas Madame Irma, et ça devrait être assez rapide. Donc ce que je vais vous dire va faire l'objet de modifications, mais très certainement que ça risque peut-être ou pas, un risque ou ça peut être une chance, je ne sais pas, d'être adopté assez rapidement. D'accord? Donc on va voir ce qu'il y a dans ce projet de loi salarié expérimenté et évolution du dialogue social, des choses très intéressantes, comme vous Alors le verrez. avant, on va vous poser une petite question. Ah oui, intéressante. Question très intéressante. Voilà. Alors, à partir de quel âge est-on considéré comme senior pour bénéficier de certains dispositifs juridiques? Donc, vous avez le choix entre plusieurs propositions. Le pop-up va s'afficher dans quelques instants, mais déjà, vous pouvez lire la question. Donc, 45 ans, 50 ans, 55 ans, 60 ans ou ça dépend. Hop là, alors je ne suis pas sur le pourcentage. Alors décidément, aujourd'hui, c'est compliqué. Teams, ça arrive. Voilà. On vous laisse répondre. Alors Arnaud, pour l'instant, les réponses sont très partagées. Alors on a quand même une majorité qui nous propose 45 ans. Ensuite, on a une deuxième bloc autour de 29% qui propose 55 ans, 8% 50 ans, 60 ans 4%, et cela dépend 15%. Donc on sent qu'il y a une grande hésitation de la part de nos participants. Eh bien, cela dépend. Voilà, il y a un Et petit piège. parce qu'on n'est pas tous d'accord sur la notion de senior. D'ailleurs, Sylvain, il faut que Ouais. j'arrête de parler de senior. Parce que c'est fini. On parle plus de senior maintenant. Parce que le projet de loi s'appelle, bon, c'est une adaptation de ce qu'on appelle un accord national interprofessionnel du 14 novembre 2024. Et on parle non plus de senior maintenant, mais de salariés expérimentés en considération de leur âge. Donc ne parlez plus de senior, mais parlez de salariés expérimentés en considération de leur âge. Hein, d'accord? Donc c'est l'adaptation de l'ANI.
sur les salariés expérimentés et sur le dialogue social. Un accord national interprofessionnel du 14 novembre 2023 et qui maintenant va s'appliquer. Donc on va parler des salariés expérimentés. Cette notion senior est très variable suivant les dispositifs juridiques et je vais essayer de vous le démontrer. D'accord? Donc, il va y avoir désormais, si jamais bien sûr le projet de loi est adopté, mais je rappelle qu'il est en procédure accélérée et qu'il a été adopté en moins de 3 semaines par le Sénat, donc c'est quand même assez court. Je rappelle qu'il y a une négociation obligatoire désormais, si le projet de loi est adopté, c'est qu'un projet, au moins tous les 4 ans au niveau de la branche et au niveau des entreprises d'au moins 300 salariés. Donc, ça sera une négociation à part entière. Ça ne sera plus dans la GEPP, c'est-à-dire la gestion des emplois, enfin tout ce qui est gestion prévisionnelle des emplois. Ça sera vraiment une négociation à part entière. Donc, on va négocier sur les salariés expérimentés. Donc, les partenaires sociaux diront ce qu'ils entendent par salariés expérimentés. Est-ce que ça sera 60 ans? Est-ce que ça sera 57 ans? À voir. Mais il y aura vraiment une négociation obligatoire tous les 4 ans sur cette notion de salarié expérimenté. D'accord? Donc, on va négocier, et je vous le dis parce que je sais que parmi nous, on a des DRH et des RRH. On devra négocier effectivement tous les 4 ans au moins. Et à défaut d'accord de méthode, ça sera tous les 3 ans. Donc, ça sera sur l'emploi, ça sera sur le travail, ça sera sur l'amélioration des conditions de travail des salariés expérimentés. C'est un peu comme le modèle égalité femmes-hommes que vous connaissez sans doute aujourd'hui. Alors, il y aura un diagnostic qui sera élaboré. On attend des précisions par décret sur ce diagnostic, une fois que la loi soit votée, si elle est votée. Il y aura des thèmes obligatoires. Par exemple, on devra négocier sur la prévention des risques professionnels, sur l'usure professionnelle, sur le développement des compétences, sur la santé au travail. Donc, il y aura une négociation, mais vraiment à part entière, sur les salariés expérimentés en considération de leur âge. D'accord? Et il y aura bien sûr certains thèmes facultatifs. Donc, ça sera défini, ça, et c'est une nouvelle négociation obligatoire. Donc, c'est important, c'est pour ça que je me permets de vous le dire un petit peu avant. Alors également, ce qui est intéressant, alors là, c'est vraiment quelque chose qui va beaucoup changer. Donc nos collègues de la RH et puis les managers, parce que dans la vraie vie, c'est aussi des managers qui les font, les choses vont beaucoup évoluer sur l'entretien professionnel. D'accord? Actuellement, vous avez ce qu'on appelle un entretien professionnel. Vous savez qu'à la sécurité, dans la loi, c'est un entretien professionnel tous les 2 ans, plus un entretien bilan sur une période de 6 ans. À la sécurité sociale, c'est 2 entretiens professionnels, plus un entretien bilan sur une période de 6 ans et après une longue absence. D'accord? Et bien désormais, l'entretien professionnel va être renforcé. Et ça ne va pas uniquement concerner les perspectives d'évolution professionnelle. Ça va concerner l'usure professionnelle, ça va concerner aussi les souhaits de mobilité et ça va concerner aussi l'aménagement du poste de travail. Donc, ce qui est important, c'est que vous connaissez tous ce qu'on appelle la visite médicale de mi-carrière. Dans les 2 mois, donc ça, dans l'année des 45 ans, sauf si un accord de branche prévoit que ce n'est pas dans les 45 ans, dans les 2 mois qui suivent cette visite médicale, il y aura ce fameux entretien professionnel renforcé de mi-carrière. Donc ça, c'est vraiment intéressant, cet entretien professionnel renforcé de mi-carrière, parce qu'on abordera également des aspects de santé, ce qui n'était pas forcément le cas jusque-là. D'accord? Et ça, c'est vraiment une évolution. On va continuer, parce que je crois que le temps passe. Voilà. Alors, il y aura aussi la mise en place d'un contrat de valorisation de l'expérience. Ouais, c'est effectivement à 45 ans l'entretien de mi-carrière. D'accord? C'est l'année des 45 ans, sauf si un accord de branche prévoit différemment. Mais là, ça sera vrai. Enfin, l'entretien de mi-carrière, pardon. La visite médicale de mi-carrière. Bientôt, il y aura un entretien professionnel de mi-carrière. Pour l'instant, ça n'existe pas, il est dans le projet de loi. Il y a de fortes chances qu'il se mette en place. Voilà. Si jamais la loi est adoptée. Alors, on va mettre en place un contrat de valorisation de l'expérience. Donc ça sera nouveau. Ça sera pour les salariés expérimentés. Ça pourrait être à 60 ans ou 57 ans. C'est pour ça, comme je vous le dis, vous voyez, cette notion de salarié expérimenté ou de senior varie. Si une convention, un accord de branche le prévoit. Donc ça sera un contrat de valorisation de l'expérience. Et la différence, c'est qu'on pourra mettre en retraite la personne concernée dès lors qu'elle a droit à une retraite à taux plein. Donc, par exemple, si j'embauche quelqu'un qui a 61 ans et que sa retraite à taux plein, c'est à 64, je pourrais le mettre à la retraite à 64 ans. Voilà. Et il y aura des avantages en matière d'exonération de cotisations sociales. Je ne vais pas sur ce terrain, mais on ira beaucoup plus loin peut-être au mois de novembre là-dessus, si vous le souhaitez. Bien sûr, si vous le souhaitez, n'hésitez pas à nous en faire part. Alors, si l'agent ne le souhaite pas, alors, c'est une question un petit peu compliquée. Je vais quand même répondre. Je vais quand même répondre quand même à votre question, parce que ça m'embête de ne pas répondre. Sachez qu'aujourd'hui, en fait, vous avez ce qu'on appelle le départ à la retraite. Vous savez que je peux partir à la retraite quand je vais falloir mes droits à la retraite, à certaines conditions. D'accord? 62, 63, 64, etc. Je n'ai pas forcément une retraite à taux plein, d'ailleurs. Et puis, vous avez ce qu'on appelle la mise à la retraite aujourd'hui. La mise à la retraite, c'est quand l'employeur
décide de mettre à la retraite un salarié, il n'a aucune obligation de le mettre à la retraite, mais il peut le mettre à la retraite. Il peut le mettre à la retraite aujourd'hui à partir de 67 ans, ces salariés. D'accord? À 67 ans, il faut qu'il soit d'accord. Donc à 67, à 68, à 69, il faut qu'il soit d'accord. Mais dans ces cas-là, il va toucher ce qu'on appelle une indemnité de départ à la retraite, qui est, indemnité, pardon, de mise à la retraite, qui est plus intéressante que l'indemnité de départ à la retraite. Je ne rentre pas dans trop de détails. Ça s'appelle une indemnité de mise à la retraite. D'accord? Et à partir de 70 ans, oui, je peux obliger un salarié, je peux mettre à la retraite un salarié sans qu'il soit d'accord à partir de 70 ans. C'est possible aujourd'hui. Avec ce mécanisme, on aura possibilité pour les seniors qui seront embauchés dans le cadre du contrat de valorisation de l'expérience de mettre à la retraite dès qu'ils touchent un taux plein. C'est un petit peu différent. Voilà pour répondre à votre question. Donc, on va favoriser l'accès à la retraite progressive. On passera un petit peu de temps la prochaine fois. La retraite progressive, effectivement, effectivement, on peut toujours refuser la retraite progressive, Patricia. Hein, donc voilà, on a toujours possibilité de la refuser, la retraite progressive. Mais alors, on peut refuser la retraite progressive à certaines conditions désormais. Ça, c'est effectivement un petit peu nouveau. On peut refuser la retraite progressive, Patricia, et vous voyez que c'est un peu nébuleux si jamais il y a une durée de travail demandée qui est incompatible avec l'activité économique de l'entreprise. C'est quand même un peu nébuleux. Ça, c'est la réforme des retraites. Donc, je peux refuser une retraite progressive depuis la réforme des retraites de 2023 si une incompatibilité de la durée du travail demandée par le salarié avec l'activité économique de l'entreprise. Après, j'ai des conditions de cotisation, hein, 150 trimestres, des conditions d'âge, hein, etc. Je ne rentre pas dans trop de détails. Hein. Mais oui, je peux le refuser. Vous êtes d'accord avec moi, Patricia? Incompatibilité avec l'activité économique de l'entreprise, pas top. C'est pas très précis. Et donc, on risque de préciser ce qu'on entend par activité économique de l'entreprise. Par exemple, on pourrait le refuser. La retraite progressive sous réserve que la personne a les conditions d'âge et durée de cotisation, je répète, notamment si jamais ça a des conséquences sur la continuité de l'activité de l'entreprise. Si jamais, par exemple, il y a des tensions pour procéder au remplacement sur le poste concerné. Donc, ça serait effectivement possible. Voilà. Donc, effectivement, voilà un petit peu ce que je voulais vous dire. Voilà. Donc, Donc, on alors passe à ensuite, l'actualité juridique. effectivement, je suis d'accord, Sylvie, ça peut l'empêcher d'avoir une surcote. Ouais. On va parler maintenant, ce que Sylvie me demande, mettre à la retraite un salarié à la retraite dès qu'il a un taux plein. Attention, ce n'est pas le cas aujourd'hui, Sylvie. Hein. Attention, hein. Aujourd'hui, je rappelle que c'est 67, il faut qu'il soit d'accord, ou 70. Mais les seniors qui seraient dans le cadre du contrat de valorisation de l'expérience, si la loi est appliquée, si la loi est vraiment mise en œuvre, bah dans ces cas-là, effectivement, on n'aurait pas besoin d'attendre les 67 ans. Mais aujourd'hui, il y a bien cette notion de 67, si est d'accord, et 70, même en absence d'accord. Voilà. On Alors, on passe à va l'actualité continuer. jurisprudentielle, Ouais, Arnaud, si tu veux rapidement, bien, on va parce voir que l'actualité jurisprudentielle parce que le temps passe, mais comme je sais que vous avez beaucoup de questions et c'est très bien, c'est super. Donc, vous verrez une actualité jurisprudentielle autour de 4 points. Hein, on va aller un petit peu plus rapidement. Donc, on va voir de manière plus précise les 4 points. On va prendre le premier point, si tu en es d'accord, Sylvain. oui. Alors, c'est un point très intéressant. Je te laisse aller sur le Alors, premier il y a point. d'abord une question, Arnaud. Allez-y sur la question. Donc, on va vous poser une petite question, la dernière de ce webinaire. Donc, selon la Cour de cassation, la preuve d'une faute peut-elle reposer seulement sur des témoignages anonymes? Oui ou non? Alors, je ne sais pas si vous voyez le sondage, parce qu'on a eu un petit souci technique tout à l'heure. Je ne sais pas si vous voyez, en fait. Hein. On ne Si, voit c'est pas le bon, on le voit, on le sondage. voit, on le voit, on Bon, le voit, on le voit. voilà, ça arrive. Donc, en fait, on a 75% de oui, 25% de non, Arnaud. D'accord, ça marche. Donc, eh ben oui, oui, il y a un changement de jurisprudence de la Cour de cassation. D'accord? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la preuve d'une faute sous condition peut reposer sur des témoignages anonymes. Est-ce que tu peux passer la diapo suivante, s'il te Oui, plaît, bien sûr, avec euh, grand plaisir, Arnaud. Sylvain? Alors, c'est un arrêt de la Cour de cassation du 19 mars 2025. Donc, je me permets de vous mettre à chaque fois le numéro de pourvoi. Comme je sais qu'il y a des collègues de la RH, comme ça, vous allez directement à l'arrêt de la Cour de cassation et vous allez pouvoir aller plus loin si vous le souhaitez. Donc, la Cour de cassation a admis pour la première fois que des témoignages anonymisés étaient recevables s'ils sont indispensables à l'exercice du droit à la preuve, même en l'absence d'éléments d'autres éléments. Donc, parfois, des témoignages anonymisés suffit. Donc là, il faut mettre en balance ce qu'on appelle effectivement les droits de la défense. Là, c'est aussi un contexte très particulier, parce que quelque part, c'est porter atteinte à ce qu'on appelle la légalité des armes ou droit de la défense. C'est vraiment un contexte particulier. C'était un salarié qui avait des comportements très déplacés, qui pouvait mettre en danger la santé de ses collègues. Donc, on est vraiment dans un contexte particulier. Et là, on a considéré qu'avoir que des témoignages anonymisés au regard de la
que ça pouvait toucher la santé des autres collègues, c'était effectivement, ça suffisait, hein. Donc, c'est un collègue qu'on a pu licencier. Et en fait, il y avait trois conditions. La première condition, c'est le salarié a eu connaissance des témoignages anonymisés. Il ne savait pas qui a témoigné contre lui, mais il a eu connaissance des témoignages. Il y avait des témoignages, il avait, enfin, il avait les courriers des témoignages avec les noms qui étaient barrés. Deuxième chose, les témoignages avaient été recueillis par un huissier de justice. Ça, c'est important. Hein, ça ne peut pas être X. Huissier de justice, ça donne une certaine preuve, une certaine force à ces témoignages. D'accord? Et troisième chose, en fait, le salarié était déjà affecté dans une autre équipe. Comme ça s'était déjà très mal passé dans une équipe de jour, on l'avait réaffecté dans une équipe de nuit, c'était le même problème. Donc c'est vraiment quelqu'un qui avait vraiment des problèmes importants. D'accord? Et on était vraiment dans un contexte où la santé des salariés pouvait être en cause. Hein. Donc, vous voyez, ce n'est pas de manière générale, hein, c'est par rapport à un contexte particulier. Deuxième arrêt, la Cour de cassation, cher Sylvain. Donc, tout de suite. Tu la vois? Ouais, donc l'expérience de c'est bon. Oui, alors ça, c'est page suivante, s'il te plaît. Voilà, donc on voit toujours le même. Voilà. Alors ça, c'est important, hein, et ça, c'est quelque chose sur lequel, si vous voulez, on peut prendre un petit peu plus de temps une fois prochaine. Euh, le refus, même implicite, par une entreprise de prendre en compte des préconisations du médecin du travail portant sur l'aménagement de poste d'un travailleur reconnu handicapé peut constituer une discrimination. Donc ça, c'est important. C'est-à-dire que si le service de prévention de santé au travail me préconise effectivement des adaptations au poste et que c'est un salarié handicapé, je suis tenu d'en tenir compte. D'accord? Et le fait de faire le sourd, alors là, c'était un fauteuil qui était surélevé, puis c'était un dossier particulier. D'accord? Donc je rappelle que le fait de faire le sourd, le fait de ne pas tenir compte, c'est une preuve, c'est une forme de discrimination. Alors ce qui était intéressant dans cet arrêt, c'est que c'était un salarié en CDD, hein, qui était en CDD de 6 mois, c'est pas un salarié en CDI. Donc on doit prendre en compte vraiment les préconisations du médecin du travail. Je dois tenir compte, vraiment, ça c'est très important, des préconisations du médecin du travail. Voilà, Emmanuel, ouais, bah, les moyens, si vous n'avez pas les moyens de financer l'adaptation au poste, il faut revenir vers le médecin du travail pour essayer de trouver d'autres solutions, peut-être un autre poste, ou alors s'il n'y a pas d'autres postes disponibles dans l'entreprise, ça serait une aptitude à tout poste. Hein. Mais pas les moyens de financer, attention. Hein. La jurisprudence est très sévère là-dessus, hein, parce que je rappelle, il y a des financements à GFIP, comme le rappelle très bien Patricia. Hein, il y a des financements à GFIP, donc c'est reconnu vraiment de manière, c'est très rarement reconnu ce fait qu'on ne peut pas financer. Hein. Donc il y a des moyens qui existent aujourd'hui. Alors également, deux autres arrêts, j'en aurais terminé. En matière de communication électronique, on ne peut pas traiter de manière différente les syndicats représentatifs et non représentatifs. Ça, c'est important. Si vous accordez, c'était le cas, un lien Internet sur votre intranet à un syndicat représentatif, vous devez l'indiquer aussi, vous devez aussi l'accorder au syndicat non représentatif. Alors, je vais prendre un exemple. J'ai un syndicat qui a fait 7% des voix aux dernières élections du CSE. Il n'est pas représentatif et pour autant, il a droit aussi s'il y a une communication électronique prévue pour les syndicats représentatifs, il a droit aussi à cette communication électronique. Et enfin, Arnaud? Et enfin, effectivement, je termine. Alors là, on va de plus en plus loin sur le CSE. Vous savez que désormais, je ne peux pas conditionner une aide du CSE, donc c'est un arrêt de la Cour de cassation de l'année dernière, je ne peux pas conditionner une aide de la CSE à un nombre de mois de présence. D'accord? C'était l'hypothèse d'une entreprise qui avait, au niveau des aides du CSE, qui avait considéré qu'il fallait au moins 6 mois de présence. C'est pas possible. Là, la Cour de cassation va beaucoup plus loin, parce que certains avocats avaient dit, ouais, ok, on ne peut pas conditionner des œuvres sociales du CSE à un nombre de mois de présence. Par contre, on peut faire varier les aides. On peut très bien dire, par exemple, que s'il est entre 0 et 6 mois, ça sera 150 euros. Si entre 6 mois et un an, ça sera 200 euros. S'il y a plus d'un an, ça sera 300 euros. Je dis n'importe quoi, par exemple, sur telle prise en charge. Eh bien non. Eh bien non. La Cour de cassation va de plus en plus loin, et ça va arrêter du 12 mars 2025. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, pour un membre du personnel, on ne peut pas faire varier les aides en fonction de l'ancienneté du salarié. Donc là, c'est un grand groupe de distribution. Les salariés qui avaient moins de 6 mois de présence, écoutez bien, avaient 150 euros de bons d'achat. Ceux qui avaient plus de 6 mois de présence avaient 170 euros. C'est illégal. D'accord? Tout le monde doit être à la même enseigne. Voilà, je vous remercie vraiment de votre écoute, de vos questions. Alors, ben, l'Institut Cadis vous accompagne. Hein. N'hésitez surtout pas à nous contacter. On peut vous accompagner sur des projets sur mesure. Arnaud le fait régulièrement. Ouais. Donc, n'hésitez surtout pas à le faire. Hein. Vous allez sur notre site. Il y a un formulaire dédié
pour exprimer votre besoin. Et puis, vous avez de toute façon une équipe de RTC qui est le responsable territoriaux qui est là aussi pour vous répondre et répondre à toutes vos questions. Alors, ce webinaire a été, comme vous avez pu vous en rendre compte, réalisé dans des conditions techniques un peu particulières, mais on y est arrivé. Nous, on a tenu le cap. Donc, on vous encourage à nous formuler votre avis, hein. Vous savez, c'est très important. Donc, le formulaire est parti tout à l'heure. Vous avez dû le recevoir dans votre boîte mail. Donc, n'hésitez surtout pas. Je vais vous donner rendez-vous pour notre prochain webinaire Paix en poche qui, vous le savez, rencontre énormément de succès. Donc, le lundi 22 septembre, Sybille est en train de vous mettre le lien dans la conversation, mais de toute façon, vous recevrez un mailing pour pouvoir vous y inscrire. Avec Arnaud, on se retrouvera le 24 novembre pour la saison 4, épisode 9, Arnaud. Alors, faites-nous part de vos souhaits, faites-nous part de votre souhait. Si vous voulez qu'on traite un terme approfondi, on est vraiment à votre service par rapport à ça. N'hésitez pas vraiment, hein. C'est vraiment important, hein. Faites-le. Et je crois qu'on a Elodie parmi nous, peut-être. Je ne sais pas si elle Ouais. veut prendre la Oui, parole, Elodie. oui, Voilà. non, mais rien. Bonjour Arnaud, bonjour Sylvain, Bonjour. bonjour à tous les collègues qui sont présents. C'était juste pour vous saluer. Je vous ai écouté attentivement. Pas au début, je suis désolée, mais vous l'avez dit. Mais je vous ai écouté pendant tout le webinaire, donc vous êtes incroyables. Je crois que les collègues sont extrêmement satisfaits de nos formats. Donc effectivement, n'hésitez pas. Ce format d'heure du travail fonctionne très bien. Le format paye en poche aussi. Merci aux collègues pour la technique aussi, hein, pour cette fin de journée. Et puis aussi, le webinaire RH Management, il fonctionne très bien aussi. Donc, Qu'on a aussi pour le mois d'octobre. Donc, voilà. Donc, on vous a une pouvez rentrée garder la chargée, date. nous. On a une Oui. rentrée chargée. Ce qui est bien, ce qui est bien. On va travailler pendant l'été pour vous. Avec plaisir. Donc, on vous dit à très bientôt. Merci à tous. On vous souhaite un bel été. En fait, on Bel se été. retrouve à la rentrée. Et puis à bientôt. Merci à vous. Au Merci revoir. beaucoup à vous. Merci Arnaud et Sylvain. Bye.